Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François-Xavier Pietri. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur des services économiques de TF1 et d'LCI, auteur de Voitures électriques qui sont devenus fous, livres très critiques, on va en parler. Quel effet ça fait d'être de l'autre côté là? C'est à vous qu'on va poser des questions. Ah oui, on prend plus le temps de faire les choses, c'est bien, hein, c'est sympa. La quotidienne, c'est un rythme assez... Oui, assez chaud. Bon, c'est un livre évidemment qu'il faut lire parce que le bruit ambiant, c'est que la voiture électrique, c'est formidable, etc. Quand on en a une ou une moto électrique, ce qui était mon cas, on se rend compte que tout est quand même beaucoup plus compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait ce choix en Europe, qui est un choix politique, 2035, avec ce coup près. Plus aucune voiture neuve à moteur thermique. Tout ça sera interdit. Et pour vous, quand on vous lit, on comprend bien, c'est une folie. Mais ne pas vouloir sauver la planète n'est pas une autre folie? Il y a des façons de le faire. Et ce que je trouve curieux dans cette décision, c'est qu'elle a un certain nombre d'implications complètement folles et que le choix qui est fait, le double choix, celui d'abord binaire, du tout ou rien, c'est-à-dire c'est tout électrique ou rien, c'est-à-dire ne laisser en quelque sorte aux industriels aucune autre possibilité, comme par exemple l'hybride, etc. C'est le rien, là, tout ou rien. Et une échéance qui est complètement folle. 2035, en réalité, les constructeurs, ils se préparent pour 2030, tous aujourd'hui, c'est-à-dire une dizaine d'années, pour une bascule aussi importante, à la fois sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan écologique, c'est ridiculement court. Donc on fait courir à la société européenne des risques considérable, alors que les autres continents, les États-Unis, l'Asie, etc., ne sont pas du tout dans cette logique-là. Ils prennent beaucoup plus de temps pour faire les choses. Et pourquoi ce choix alors? Pourquoi cette dogmatique? C'est un choix dogmatique, c'est un choix finalement assez simple. On a choisi... Qui sert quels intérêts? Mais non, mais alors, quels intérêts? À qui profite le crime? Déjà, je pense que c'est un choix simple. La voiture, transformer une voiture thermique en voiture électrique, c'est enfantin. Le moteur électrique, on connaît ça depuis le début du siècle, enfin, voilà, sans aucun problème. Les batteries, eh bien, elles sont là, elles nous sont livrées par conteneurs entiers de la Chine, elles sont là, c'est très simple. Donc le choix industriel est très simple. À côté de ça, il aurait fallu, pour aller dans cet objectif de réduction des émissions de CO2, par exemple, s'attaquer à l'aviation, s'attaquer à l'industrie, s'attaquer C'était plus compliqué. Mais c'est beaucoup plus... Mais même l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui en France émet plus de CO2 que la voiture. Le bœuf, rien que le bœuf, c'est 9% des émissions de CO2, la voiture c'est 15%. Est-ce qu'on va supprimer, est-ce qu'on va interdire de manger du bœuf en 2035? Ça me paraît un peu, voilà, ça paraît un peu compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'ils font les Américains et les Chinois, eux? Et ils ont une approche qui est beaucoup plus, j'allais dire... Parce que dans l'Inflation Reduction Act de Joe Biden, il y a des crédits uniquement pour les voitures américaines, ce qui pose aussi beaucoup de questions quand même. Alors, ça fait partie des folies que je souligne, la folie industrielle. On est en train de livrer le marché européen aux Chinois. Oui, effectivement, Joe Biden a 350 milliards, 370 milliards de dollars de plans de relance américains, mais destinés aux industries américaines. Si vous voulez avoir des aides sur le sol américain. Oui, sur le sol américain. Ouais. Mais si vous voulez acheter une voiture électrique américaine, vous avez une subvention. Si vous achetez une voiture qui n'est pas américaine, qui n'est pas fabriquée sur le sol américain, vous n'avez pas de subvention. Nous, on va subventionner les voitures chinoises. C'est quand même un comble. C'est-à-dire qu'on va dire aujourd'hui, on a un déficit commercial aujourd'hui sur la voiture, on va le prononcer grâce aux aides qu'on va donner aux véhicules chinois. C'est quand même un peu fou. J'étais au mondial de l'automobile il y a quelques semaines. Il y avait les deux constructeurs français, Renault et Stellantis. Les autres Européens n'étaient plus là, il y avait 5 Chinois. Il faut quand même à un moment donné se poser des vraies questions, quoi. Elles sont fiables d'ailleurs, ces voitures électriques chinoises. Elles sont quoi? Parce que pendant longtemps, les voitures à moteur thermique ne passaient pas les crash tests en Europe, on s'en souvient. Hein. Oui. C'était même des cercueils roulants. Hein. Ben maintenant, sur les crash tests, ils sont au top. Pourquoi? Parce que c'est aussi une des barrières technologiques qui a été abattue, si je puis dire. C'est que quand vous installez un moteur électrique dans une voiture, c'est beaucoup plus facile. Le moteur est beaucoup plus petit qu'un moteur thermique. C'est beaucoup plus facile d'organiser la sécurité autour. Et donc maintenant, les voitures chinoises sont aussi sûres, si ce n'est plus, que les voitures européennes. Et en plus, ils les vendent 15-20% moins cher et avec des garanties de 8 à 10 ans. Bon, super. Donc on livre le marché automobile européen, français. Sans barrière, sans aucune règle. Alors,
non seulement on le livre commercialement, c'est-à-dire qu'on va les voir arriver, on se met aussi en situation de dépendance. C'est une des autres incroyables folies. Sur la batterie. Bah oui, on était en dépendance, si vous voulez, avant, évidemment sur le pétrole, etc. Mais quand on regarde ces niveaux de dépendance, c'est plus du tout la même chose. Cobalt. Le lithium, par exemple. Le lithium, ouais. les 3 premiers producteurs mondiaux, c'est l'Australie, le Chili et la Chine, les 3 premiers. À eux 3, ils concentrent 90% du marché. Les 3 premiers producteurs de pétrole dans le monde, c'est les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie. Ils font 40%. C'est-à-dire qu'en réalité, on se met entre les mains, poings et pieds liés, sur une concentration qui est L'Australie, le considérable. Chili, pourquoi pas? Éventuellement, la Chine pourrait poser problème. Mais non, ce qui pose problème, c'est la concentration. Ouais. C'est le fait qu'il y ait si peu de producteurs. Et la contrepartie aussi, sur le cobalt, 80% du cobalt... République démocratique du Congo. 4e pays le plus pauvre du monde, en l'occurrence. République démocratique du Congo, 80% de la production, 120 000 tonnes l'an dernier sur 160 000 tonnes utilisées dans le monde. Pour info, le numéro 2, c'est l'Australie, c'est 6 000 tonnes. Vous voyez, 120 000 tonnes, 6 000 tonnes. En plus, exploité... là aussi, par des mines qui sont chinoises, qui sont à capitaux chinois. Donc on passe d'une dépendance aux pays du Moyen-Orient à d'autres dépendances. Qui sont beaucoup plus fortes et qui sont beaucoup plus sensibles. D'ailleurs, on l'a vu sur les prix. Les prix ont explosé. Les prix de l'électricité. Alors ça, c'est l'autre sujet. C'est-à-dire qu'on se confiait à une énergie qu'on pensait simple, il suffisait de brancher, c'était stable, l'électricité, pas cher, etc. Ben avec la crise russe, la crise ukrainienne, on s'aperçoit que c'est tout l'inverse. Le problème de l'électricité en France vient surtout nos problèmes de nos centrales nucléaires. Oui, ça c'est un autre sujet. Entre autres. Mais juste, donc, en gros, mais sur les batteries, il y a des projets. Moi, je me souviens d'avoir reçu le patron de Verkor, associé avec Renault, pour créer des gigafactories clean avec du recyclage sur le sol français. Il y a encore... le combat n'est pas perdu, François-Xavier? Alors, le combat n'est pas perdu, on va être optimiste, il est loin d'être gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production de batteries en Europe, c'est 2% du marché mondial. L'objectif européen est d'arriver à 25% en 2030. Avec des sauts technologiques attendus. Oui, mais les sauts technologiques, ils vont être assez longs. On ne va pas se précipiter là-dessus, parce qu'il y a un tel avantage compétitif aujourd'hui au lithium que, bon... juste un chiffre, les investissements qui sont prévus pour les batteries dans le monde en 2022, c'est 100 milliards de dollars qui sont mis sur la table. Sur ces investissements, 46% sont faits en Chine, en Asie, etc. 27% en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'Europe investit, il ne faut pas croire que pendant ce temps, les autres vont arrêter d'investir, ne vont rien faire. Au contraire, ils ont un avantage compétitif, mais ils vont continuer à le creuser. Ils font quoi les Chinois sur leur marché? Parce que nous, il y a beaucoup d'aides pour toutes les voitures. Les Américains, eux, ce sont des aides uniquement pour les voitures produites sur le sol américain, qu'elles soient produites par des firmes, des constructeurs européens ou américains. Ils font quoi les Chinois là-dedans? Ils ont arrêté les aides. Ils ont arrêté les aides à l'électrique en Chine, ils n'en ont plus besoin. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pour eux un combat mené depuis longtemps, ce qui donne d'ailleurs cet avantage compétitif. Un véhicule électrique sur 2 dans le monde est vendu en Chine. Oui, c'est ça. Et il y a un marché, aujourd'hui, le marché européen, enfin le marché chinois de l'automobile, c'est 28 millions de véhicules. La France, c'est 1,6 million. Oui. Donc ils ont amorti sur leur marché un modèle qui marche, l'électricité. Ils n'ont pas investi sur le thermique, voilà, donc ça a été un choix. Donc aujourd'hui, la Chine a arrêté les aides à l'achat de voitures électriques parce qu'elles se vendent toutes seules et très librement, il n'y a plus que ça à vendre. Donc en creux, pas votre souhait, votre message, c'est qu'il faudrait revenir en tout cas à une forme de protectionnisme sur l'électrique pour éviter de se faire totalement manger la laine sur le dos. Avec les risques sociaux, on peut en parler aussi, les risques sociaux sur l'emploi dans le secteur, parce que on construit 100 000 emplois menacés en France sur une filière. Pourquoi les emplois sont menacés dans le cas d'une voiture électrique? C'est très simple. Hein. Pour les constructeurs, pour construire une voiture thermique, là où il fallait 5 ouvriers pour construire une voiture thermique, il en faut 3 pour une voiture électrique. Voilà. Donc déjà, et puis alors quand vous encore que les constructeurs, eux, vont s'en tirer parce qu'ils vendent des voitures plus chères et ils font des marges beaucoup plus intéressantes. Ceux qui vont vraiment, littéralement souffrir, ce sont les petits, les garagistes. Il y a 100 000 garagistes en France. Bah, eux, la voiture électrique, il n'y a plus d'entretien. C'est bien pour l'utilisateur, mais pour le garagiste, mon garagiste me disait, ceux qui ont acheté l'électrique, quand ils viennent me voir, c'est pour prendre le café, mais ça ne me fait pas vivre. Bon, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Voilà. Les garagistes, il y en a 100 000. Les stations-service,
aller convertir une petite station-service en campagne en borne de recharge, c'est même pas imaginable. C'est un investissement très important et ça n'est absolument pas rentable. Et puis vous avez les PME, toutes les PME sous-traitants, tous ceux qui aujourd'hui fabriquent les culasses, les boîtes de vitesse, les embrayages, tout cela sont... Enfin, on parle de reconversion, on ne voit même pas dans quel type de reconversion il pourrait y aller, puisque de toute façon dans l'électrique, on est très en deçà en termes technologiques. Qu'est-ce qu'il a fallu faire politiquement? Donc il a fallu laisser plus de temps à l'industrie européenne. C'est le coup près 2035 ou c'est de ne pas laisser coexister? C'est le coup près. C'est le coup près, c'est la décision politique, c'est l'oukase. Ce qui me choque dans cette décision, c'est qu'elle condamne en quelque sorte des industries à régresser. L'automobile avait réussi ces dernières années, par exemple les émissions de NOx, qui sont quand même les oxydes d'azote très nocifs pour la santé liés au transport, ont baissé de 50% en 20 ans. Les émissions de particules fines, les pires, ont baissé de 60% en 20 ans. C'est-à-dire que les constructeurs ont été capables de gérer et de faire un effort. Et technologiquement, il y avait, par exemple, le secteur automobile était en train d'investir sur des moteurs à essence à consommation de 2 litres au 100. 2 litres au 100. Ils ont arrêté, c'est terminé. Ils n'investissent plus un centime. Donc on n'a pas laissé le temps, si vous voulez, aux constructeurs et à l'industrie de s'adapter, de continuer à évoluer. Et on a fait un choix qui est complètement binaire. Ce qui est dommage, c'est que ce temps-là aurait permis certainement d'améliorer les choses, mais avec moins de casse sociale. On n'a pas parlé de la casse sociétale. Aujourd'hui, acheter une voiture électrique, il faut être riche. C'est-à-dire, il faut... prix moyen d'une voiture électrique en France, c'est 46 000 euros. 46 000 euros. Le prix d'entrée d'une Zoé catalogue, 34 000 euros. Une Clio essence diesel, c'est 17 000 euros. Vous êtes presque du simple au double. Les Français ne peuvent pas se payer les voitures électriques. Donc on est en train, si vous voulez, et ça je trouve ça gravissime, de dire en gros à ceux qui ont les moyens, vous pouvez vous payer entre guillemets une vertu, et ceux qui n'ont pas les moyens, vous continuez à polluer, à rouler en diesel, en essence, etc. Voilà, donc ça va créer ça va accroître les inégalités liées au déplacement. Et en plus, ceux qui ont le plus besoin de voitures, c'est ceux qui vivent évidemment en dehors des grandes villes. Oui, alors je ne parle pas du milieu rural où alors là, évidemment, la voiture est indispensable, mais même en milieu périurbain, c'est très intéressant, en milieu périurbain, 77% des personnes utilisent une voiture pour aller travailler. Vous savez qu'en France, le trajet moyen pour aller travailler, c'est 39 km. Voilà, 39 km, mais on ne les fait pas à vélo, on ne les fait pas en bus quand on est dans les banlieues d'agglomération. Et va se poser dans quelques années la question des ZFE, qui est encore un autre sujet. Les zones à faible émission, vous savez, les villes, les 43 villes qui interdiront les véhicules non électriques dans les centres-villes. Là aussi, c'est une folie absolue. Et c'est encore un schisme social, enfin sociétal. C'est-à-dire qu'on va dire à ceux qui sont à l'extérieur des centres-villes, ben non, vous ne pourrez plus rouler avec des véhicules pas chers et vous serez obligé de passer à l'électrique. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui a dit que la parité entre la voiture thermique et la voiture électrique, ce sera pour 2026. Vous n'y croyez pas? Absolument pas. Et d'ailleurs, Pardon, c'est Carlos Tavares, quand même. Oui, il est bien placé, quand même. Oui, il est bien placé. Il y a quelque temps, il s'exprimait assez fortement pour dire que la voiture électrique était une folie absolue. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, les constructeurs n'ont pas le choix Ils n'ont pas le choix d'y aller. Ils y vont massivement et ils ont raison. Ils ont raison parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis ils les vendent plus cher. Et puis, par ailleurs, quand vous voyez l'évolution des bénéfices des Stellantis, c'est 13 milliards de bénéfices l'an dernier. En vendant moins de voitures. En vendant moins de voitures. Donc pourquoi? Parce qu'ils vendent des voitures plus chères. La voiture électrique, elle est très chère, donc elle est très rentable. Donc ça fait les affaires des constructeurs. Sur le prix des batteries, les prix des batteries ont fortement baissé sur les 10 dernières années. Depuis cette année, c'est reparti à la hausse. C'est reparti à la hausse, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de matières premières. Vous savez que sur le lithium, l'Agence internationale de l'environnement, qui n'est pas n'importe qui, prévoit un besoin de lithium multiplié par 40 d'ici 2040. On va le trouver où, ce lithium? C'est l'AIE, c'est ça? Agence de l'énergie, pas de l'environnement. Ah oui, l'énergie, pardon. Mais... Et donc on sous-estime le risque social, le risque sociétal, et est-ce qu'on sous-estime aussi l'impact environnemental des voitures électriques? Parce qu'on dit que c'est plus écolo, il y a plus d'émissions de CO2. C'est plus écolo quand on est dans un centre-ville et qu'on est très content d'avoir une voiture électrique qui n'émet pas de CO2 ou peu de CO2 quand on l'utilise. Sauf que, là aussi, c'est un énorme mensonge. C'est l'ADEME qui le dit, l'agence gouvernementale, cette fois-ci sur l'environnement, qui nous dit
Une voiture électrique, elle part avec un déficit écologique important. C'est-à-dire qu'effectivement, en amont, pour construire la voiture, il faut aller extraire du cobalt, il faut aller extraire du lithium. Le lithium, une tonne de lithium, c'est 2 millions de mètres cubes d'eau, enfin, juste pour poser les problèmes, quoi. Le cobalt, vous utilisez des camions, des bulldozers. Donc, voilà. Donc ça veut dire que à sa naissance, une voiture électrique a un déficit écologique important. Ce qui est frappant, c'est que ce déficit, il est gérable sur les petits modèles, c'est-à-dire que l'ADEME nous dit qu'en dessous de 60 kWh, une batterie de 60 kWh, c'est-à-dire une 308 ou une mégane, vous êtes à peu près dans la vertu écologique. Au-delà... Les gros SUV. Même pas les gros, les voitures moyennes, il faut 70 000 km, c'est-à-dire 5 ans. 5 ans, en France, on fait 13 000 km par an, 5 ans avant d'arriver à faire mieux qu'un véhicule thermique équivalent. Bon, ça passe. 5 ans, il faut quand même... Voilà, donc si vous voulez, quand on nous dit que la voiture est absolument écologique, c'est pas tout de suite. Et pour les gros SUV, c'est jamais. C'est simple, c'est jamais. Donc c'est une hérésie, un gros SUV électrique... c'est une hérésie absolue, sur le strict plan écologique. Et ça, c'est sur la production en amont. Après, il y a l'usage au quotidien. Votre plein, vous le faites à quoi ? Au gaz russe, au charbon, au nucléaire français. Au nucléaire, pour nous, mais encore, le nucléaire a fortement baissé. Mais l'Allemagne, par exemple, ce chiffre de 70 000 km chez nous, calculé par l'ADEME pour la France, en Allemagne, c'est 160 000 km. Et je ne vous parle pas de la Pologne, où la Pologne, le mix énergétique, quand vous faites, c'est 70% de charbon aujourd'hui. 70%. C'est-à-dire que quand vous faites le plein de votre voiture électrique en Pologne, vous le faites à 70% au charbon. Expliquez-moi le gain écologique. Le gain écologique. Et on n'a pas parlé du recyclage des batteries. Oui, mais il y a des choses. Le patron de Vercor m'a dit qu'encore une fois, on pouvait recycler, ça se recyclait très bien, les batteries électriques. Mais c'est très consommateur d'énergie. Oui, il faut le dire. C'est très consommateur d'énergie, donc c'est consommateur de CO2. Pour recycler une batterie, il faut la désosser, il faut la démonter, il faut isoler le cobalt, il faut isoler le lithium. Pour recycler un moteur thermique, vous le faites fondre, ça y est, c'est réglé, ça devient un bloc d'acier. Là, il faut tout déclasser. Après, il faut recycler ce qu'on peut recycler et enfouir le reste, parce qu'il va quand même falloir enfouir. Ça fait juste référence à un sujet un peu nucléaire, l'enfouissement. Je pense que ça va poser de vrais sujets dans le futur. Ouais. Et des points noirs, on le voit bien de la voiture électrique. Enfin, encore une fois, celles et ceux qui en ont le savent. Il y a le prix, on l'a dit, très cher, et ça va le rester pendant un moment. L'autonomie de la batterie, c'est quand même problématique aujourd'hui. Il y a l'histoire des bornes de recherche. Mais ça, c'est à l'instant T. Et si on se projette un tout petit peu, on se dit que voilà, il y a une nouvelle génération de batteries qui vont arriver, il y aura plus de bornes. Ça va s'améliorer, non ? Ça va s'améliorer, mais évidemment, et moi je ne dis pas que... Parce que certains pourront croire que François-Xavier Pétry est contre. Non, je suis pas contre idéologiquement. Non, pas du tout. Et alors, je ne suis pas du tout climato-sceptique. Voilà, j'allais y venir. Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il faut y aller et que la voiture électrique est une des solutions. Ce qui me choque, ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté binaire, c'est le côté ayatollahesque, j'allais dire, de la voiture électrique. Tout ou rien. C'est tout ou rien. Or, il y a par exemple, vous avez le gaz naturel pour les véhicules, qui est un très bon compromis. Ça continue à émettre un peu de CO2, mais vous faites mieux quand même. Vous avez l'hydrogène qui, dans la montée en puissance, si vous voulez, là, est en train d'être coupé par l'arrivée des batteries chinoises. Donc c'est le côté binaire qui me choque. Qu'on y aille, c'est évident. Il faut à un moment donné que tout le monde se pose des questions, mais que l'automobile, le secteur automobile soit le seul de cette façon, aussi brutale, c'est ça que je trouve choquant. Ouais. Et donc pour corriger le tir, qu'est-ce qu'il faudrait faire sur tous les sujets qu'on a évoqués, maintenant qu'on y est et qu'on y va ? Plus de temps d'abord. Il y a une clause de revoyure qui n'est pas en 2026, je crois. Oui, c'est 2026. Et c'est Thierry Breton. Ce que je trouve assez amusant, parce que vous dites aujourd'hui aux industriels, Stellantis, Renault, etc. Il faut tout changer. Faut tout changer. Mais en 2026, on va se revoir. En 2026, on va se revoir. Enfin, je veux dire, soyons juste un peu sérieux. Ouais. On parle de milliards d'investissements, on parle de sujets sociaux très importants. Stellantis, il y a des plans de départ d'effectifs de 1300 personnes par an. Donc, enfin, il ne faut pas rigoler avec ces choses-là, quoi. Une clause de revoyure, elle va dire quoi ? Elle va dire oui, au lieu de 2035, ce sera 2040. Mais les constructeurs, ils sont déjà organisés pour 2030. C'est plus le sujet. Ça sera trop tard. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut avoir un mix un peu différent ? Et est-ce que la clause de revoyure, elle peut aller aussi sur le fond ? C'est-à-dire se dire, ouais, par exemple, travailler plus sur l'hybridation, sur ce genre de sujet. J'en suis pas tout à fait convaincu. Bon,
Et pour s'en convaincre, il faut lire ce livre « Voitures électriques qui sont devenus fous », signé François-Xavier Pétry, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci de passer nous voir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.